tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu d'excellentes lectures depuis la dernière fois que je vous ai eu en vidéo, qui date d'un peu plus de 15 jours maintenant. On va pas se le cacher, bon, j'étais en vacances, hein, si vous m'avez un peu suivi sur Insta, vous avez vu quelques photos que je vous ai partagées. Et pendant ces 15 jours, j'ai extrêmement bien décompressé, je dirais même voire trop décompressé, car c'est effectivement très difficile de reprendre une activité normale. Tout simplement parce que pendant 15 jours, je n'ai absolument pas pensé aux différents posts Instagram qu'il fallait que je fasse, aux différentes idées de vidéos de YouTube qu'il fallait que je fasse. Je me suis laissée porter. J'ai lu sans avoir aucune pression, aucune. On va dire, il va falloir que je fasse ci, il va falloir que je fasse ça. Et quand je suis revenue, je me suis dit, bon, va falloir retrouver la motivation de refaire des vidéos, de refaire des posts, de réécrire des chroniques. Parce que j'aime toujours autant le faire, mais j'avoue que pendant 15 jours, j'ai absolument rien fait. Et je me suis dit, bon, si je ne tourne pas cette vidéo assez rapidement, je pense que je ne la ferai jamais et que je perdrai la dynamique, la relative dynamique, on va dire, que j'avais avant de partir. Donc, je me présente devant vous pour vous présenter, pour vous parler des romans que j'ai lus pendant cette quinzaine. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et on va tout de suite commencer avec Les émissaires du lien d'Hélène Besse aux éditions Inceptio, que j'ai lu dans le cadre du challenge Le mois de la fantaisie de Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin, que je ne vous présente plus, hein, parce que si vous ne la connaissez pas, je peux rien faire pour vous. Voilà, je vous encourage quand même à aller voir son compte si vous ne la connaissez pas. Donc, dans Les émissaires du lien, on nous parle d'un monde entre le monde des humains et le monde voilà, le monde végétal et animal et le monde des humains. Ces deux mondes coexistent tant bien que mal à partir de certaines règles que ni d'un côté ni de l'autre elles ne doivent être transgressées. Et entre les deux, on a un genre d'arbitre, on a un genre d'émissaire qui peut aller d'un monde à l'autre afin de voilà, d'arrondir les angles, de discuter quand il y a un souci, essayer que ce souci soit comment dire, résolu voilà, de manière tout à fait pacifique. Et donc ici on a Titania, c'est ça, Titania, qui est l'émissaire du lien qui existe entre le monde des humains et le monde animal. Et Titania, elle est convoquée par le roi du monde des humains, car il se passe des choses un petit peu bizarres dans le monde des humains, et il a besoin que Titania serve d'émissaire vers le monde des animaux et de la forêt, pour essayer d'arrondir les angles. Sauf que Titania, elle ne sait pas tout, et quand elle est envoyée en tant qu'émissaire dans le monde de la forêt et des animaux, elle se rend compte que les humains, eh ben, ils ont un temps sont un peu transgressé quelque peu les règles, et donc du coup la forêt se venge. Et Titania doit absolument trouver un moyen afin que voilà, il n'y ait pas d'escalade et de surenchère de transgression de règles pour éviter qu'il n'y ait plus, que leur lien soit complètement rompu et qu'on se prépare à une guerre entre les deux mondes. Donc voilà un petit peu le décor, voilà un peu le comment du pourquoi de cette histoire. Alors j'ai apprécié de retrouver la plume d'Hélène Besse, que j'avais découverte toujours aux éditions Inceptio dans La Voix des Brumes, qui était, rappelez-vous, une histoire en plusieurs épisodes. On avait un épisode qui paraissait chaque semaine ou tous les 15 jours, je crois.
je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. J'avais beaucoup aimé sa plume et donc je voulais vraiment retrouver la plume d'Hélène Besse dans ce roman. Et ici, on a une histoire tout en poésie, tout en douceur. Et on a aussi des messages très clairs sur l'environnement, sur le fait que l'homme piétine et scie la branche sur laquelle il est assis. Et si, voilà, s'il continue comme ça, bah, le monde que l'on connaît va disparaître si on rectifie pas le tir assez rapidement. J'ai beaucoup aimé le personnage de, je crois que c'est Puck. Où qu'il est? Oui, c'est ça, c'est Puck. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, j'ai eu une très très jolie carte avec le roman. Et ici, voilà, vous avez Titania, vous avez Puck. Ici, Puck qui est un chat, mais qui parle. Et quand il parle, il y a des fois, il dit des trucs pas sympas. Il a un caractère assez fort quand même, ce chat. Et vous avez, voilà, ici, tous les personnages principaux. Et je trouve d'abord que les illustrations sont absolument sublimes. Et Titania va avoir vraiment très fort à faire dans le monde des humains, mais aussi dans le monde de la forêt et des animaux, car elle a un rôle qui n'est pas enviable, parce que elle est tiraillée entre les deux mondes, et on va lui demander de choisir un camp, hein, tout simplement. Et ça va être extrêmement difficile pour elle de choisir un camp, car elle ne veut pas choisir ce camp. Et en plus de ça, cette mission d'émissaire, elle ne l'a pas choisie. On apprend dans le roman comment elle est devenue émissaire, et on fait un petit peu des voyages dans le passé pour comprendre comment Titania est devenue émissaire. Et j'ai trouvé ça très très bien construit, très chouette. La fin, j'ai trouvé la fin à la fois triste et porteuse d'espoir malgré tout. J'ai beaucoup aimé. Il y a des personnages secondaires qui sont extrêmement drôles, extrêmement touchants. Il y a vraiment beaucoup de bonnes choses dans ce roman qui méritent, je trouve qu'on ne l'a pas assez vu sur les réseaux sociaux, parce que je trouve qu'il est très bien écrit, avec un porteur d'un très très beau message, avec des personnages principaux et secondaires extrêmement bien travaillés. Et voilà, il y a un message qui passe, mais il n'est pas moralisateur, hein. Voilà, le message passe, et voilà, chacun d'en faire ce qu'il veut, bien évidemment. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je vous conseille vivement de découvrir l'univers d'Hélène Besse dans ce roman. Ensuite, je suis passée à complètement autre chose. Grâce à NetGalley, j'ai eu l'épreuve non corrigée de 10 bonnes nuits, le nouveau roman de Christian Blanchard, paru aux éditions Belfond. Je vous ai déjà parlé de Christian Blanchard sur cette chaîne. J'aime beaucoup cet auteur de romans, de thriller, roman policier. Et ici, on fait la connaissance de Leila, qui est une jeune détective privée. Elle vient de se lancer dans ce business. Et pour l'instant, bah, elle a des affaires assez classiques en matière quand on est détective privé. Là, on la découvre au début du roman dans une affaire d'adultère, où elle doit prouver que le mari a une relation adultère. La femme l'a chargée de prouver cette relation adultère avec des preuves en images à l'appui. Et en faisant, voilà, elle rend compte, hein, de sa mission à sa cliente. Et elle est loin d'imaginer que cette simple affaire d'adultère va la conduire à toute autre chose, à une enquête policière, et avec des ramifications très complexes. Et c'est ça que j'ai aimé suivre dans ce roman, la construction de ce roman, et aussi des sujets abordés dans ce roman, qui sont des sujets encore tabous dans la société actuelle. Et j'ai trouvé que c'était un très beau... Voilà, ce roman est un très beau prétexte pour parler de ce sujet qui est
très très peu abordé, que ce soit dans les médias ou dans les romans. Et je trouvais que c'était une très très bonne idée. Et il y a une histoire aussi dans l'histoire, parce que on s'aperçoit assez rapidement que Leila, elle a une histoire personnelle compliquée. Il s'est passé quelque chose, elle a un passé compliqué, et ce passé compliqué a des répercussions dans sa vie actuelle, et elle est une handicapée de l'engagement, une handicapée des sentiments. Elle a énormément de mal à s'engager avec les gens. Elle a une relation avec un jeune homme qui s'appelle Mathieu, mais voilà, il se voit comme ça en coup de vent, une soirée par-ci par-là, mais elle ne veut pas s'engager plus avec lui, et on ne comprend pas pourquoi, et on finit par comprendre par des chapitres très très courts qu'il s'est passé quelque chose, et on va apprendre ce qui s'est réellement passé, et j'ai trouvé la fin très chouette. Alors, ça révolutionne pas le genre du thriller, mais j'avoue que les thèmes abordés dans ce roman sont extrêmement plaisants à suivre. Et j'ai vraiment, encore une fois, aimé la plume de Christian Blanchard, qui s'attaque à des sujets d'actualité qui sont très très peu abordés dans les médias. Et je trouve ça toujours très très intéressant de suivre de suivre comment c'est abordé, comment c'est amené. Et bon, même si j'ai deviné ce qui s'est passé, même si j'ai deviné la fin, j'ai trouvé que c'était très très bien amené, et que la façon dont avait été traité le sujet était très très bien fait. Si vous ne connaissez pas la plume de Christian Blanchard, je vous encourage vivement à découvrir sa plume par ce roman, parce qu'il fait des one-shots, hein. C'est toujours un roman différent à chaque fois. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Babylone, Le temps de la vengeance, de Catherine David et Françoise Bouron. Rappelez-vous, j'ai lu il n'y a pas tellement longtemps le tome 1, où on est plongé dans la ville de Babylone, la célèbre ville de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde, où on retrouve quasiment la totalité des personnages du tome 1. Dans ce tome 2, on est 2 ans après les faits qui se sont déroulés dans le tome 1. Et le titre est assez explicite, c'est « Le temps de la vengeance ». On retrouve un personnage qui revient pour se venger de tous ceux qui l'ont humilié, de tous ceux qui l'ont traîné plus bas que terre, et il va revenir pour se venger d'eux. Et donc, on retrouve les personnages du tome 1, 2 ans après les faits. Il s'est passé énormément de choses pendant ces 2 années, et les personnages ont beaucoup changé pendant ces 2 ans. Et j'ai vraiment adoré retrouver ces personnages dans un tome 2 beaucoup plus sombre, beaucoup plus violent aussi. J'ai trouvé par rapport au tome 1, parce qu'il y a beaucoup de morts. Il y en avait dans le tome 1 aussi, mais il y en a encore beaucoup plus dans ce tome 2, notamment dans l'entourage d'un personnage qui est la cible quand même, hein, du personnage qui souhaite se venger. Et voilà, petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a une énorme machination autour de ce personnage principal. Et on suit les autres personnages qui vont l'aider dans sa quête de trouver qui est la personne derrière ce complot. Il y a aussi une très très belle histoire d'amour dans ce tome 2, une espèce de résilience, une espèce de deuxième chance qui est donnée à ces 2 personnages qui vont tomber amoureux l'un de l'autre, et qui vont apprendre à se découvrir, qui vont apprendre à s'aimer. J'ai trouvé ça très très beau. Ça donne un peu un souffle d'air frais, hein, dans ce roman où je vous dis, il y a énormément de violence, énormément de morts. Mais voilà, on est toujours dans cette Babylone festoyante, brillante, enfin voilà, dans toute sa splendeur encore.
Et les deux autrices ont fait un travail remarquable sur la mise en scène. Quand on déambule dans les rues de Babylone, on s'y croirait vraiment. J'ai trouvé ça extrêmement plaisant, extrêmement chouette de retrouver ces personnages. Est-ce qu'il y aura un tome 3? La fin peut le laisser supposer, mais cette saga peut très bien se terminer là. Si un jour je peux rencontrer les autrices, ou si d'aventure elles voient cette chronique sur les réseaux sociaux, on pourra peut-être en discuter. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Si vous voulez une saga historique, si vous êtes des aficionados des sagas historiques, je vous encourage vivement à découvrir Babylone. Ça change des sagas sur la période égyptienne, la période romaine, la période grecque. Là, on est vraiment sur Babylone, sur une autre cité antique. En plus, une des 7 merveilles du monde qui malheureusement n'existe plus à l'heure actuelle, dont on n'a plus que des vestiges et des écrits maintenant. Mais voilà, si vous souhaitez une saga qui sort un petit peu des sentiers battus, des périodes historiques qu'on a l'habitude de voir, je vous encourage vivement à découvrir Babylone. Et c'est publié aux éditions XO, j'oubliais de le dire. Je suis vraiment une booktubeuse en carton. J'ai également lu le 3e tome des enquêtes de la lieutenante Yvonne Chen. Il s'agit de Lalali de Nicolas Lebel, publié aux éditions du Masque. Rappelez-vous, j'ai écouté les 2 premiers tomes en audio, et quand j'ai pu avoir la version e-book du dernier, et ben je me suis précipitée et j'ai trouvé, ce tome 3 clôture d'une manière magistrale, d'une manière flamboyante, cette trilogie basée sur le personnage d'Yvonne Chen, qui est une lieutenante de police au caractère un peu irascible, brute de décoffrage, et qui sort un petit peu des sentiers battus. Je vais pas vous récapituler le pédigré d'Yvonne Chen, mais sachez que elle est devenue, elle a été mise au banc de la brigade criminelle de Paris, et ici on la retrouve pour la clôture de cette traque de malfaiteurs qu'elle poursuit depuis le tome 1, et ça va être le point final. Elle va sonner Lalali, et je trouve que cette trilogie avec ses titres, La capture, le gibier et Lalali, nous fait une allégorie sur la chasse, et c'est bien de ça dont il s'agissait dans cette trilogie. C'est bien une chasse, une traque, et ici ça va être le point final. Il va y avoir toute une mise en scène pour essayer de choper ces criminels, et Yvonne Chen, elle va être plongée, elle va être balancée en plein milieu de cette traque, et elle va on va avoir des manipulations, on va avoir des retournements de situation, on va avoir vraiment tous les ingrédients d'un très bon roman policier à suspense, à rebondissement, et j'ai vraiment aimé cette fin qui reflète bien la personnalité d'Yvonne Chen, c'est vraiment un personnage que j'ai appris à aimer malgré sa froideur apparente. C'est une jeune femme qui n'aime pas se faire marcher sur les pieds, qui gagne à être connue, et qui n'aime pas se faire manipuler. Et on le voit bien encore une fois dans ce 3e opus, qu'elle n'aime absolument pas ça. Elle aime bien avoir les règles du jeu clairement établies dès le départ. Et j'ai vraiment, on retrouve tout le talent de Nicolas Lebel dans cette trilogie, avec ce personnage qui sort des sentiers battus, un peu comme son autre héros récurrent, le commissaire Emlich.
Là, on est aussi dans cet état d'esprit, dans cette trilogie. J'ai vraiment adoré ma lecture, je l'ai dégommée en 2 jours. Et pourtant, j'avais d'autres activités en parallèle, mais c'était vraiment pour vous dire que ce 3e tome était vraiment haletant et peut-être le meilleur de cette trilogie. Voilà. J'espère que je vous donne envie. J'ai vraiment l'impression d'avoir complètement perdu mes repères en 15 jours. J'espère vraiment que je vous donne envie de lire les romans que je vous présente. Et si c'est pas ça, bah dites-le moi en commentaire. Et il y aura toujours moyen d'en discuter. Enfin, je vais vous parler du dernier roman que j'ai à vous présenter. Il s'agit de Petit bonheur à tous les étages de Sandra Martineau, publié également aux éditions XO. Alors, ça fait plusieurs romans que... Enfin, c'est le 2e roman de Sandra Martineau aux éditions XO, dans le genre un peu feel good, littérature contemporaine. Ici, on fait la connaissance de Johanna. Johanna, elle vit avec Laurent, qui est expert comptable, voilà, expert financier. Elle a 2 adolescents, Victoire et Valentin, qu'elle a eu d'une précédente union, dont le père les a proprement, et ni plus ni moins, abandonnés très tôt quand ils étaient petits. Et Johanna a très vite été obligée de se débrouiller pour subvenir aux besoins de ses enfants, jusqu'à ce qu'elle rencontre Laurent, qui les met à l'abri du besoin, car il gagne beaucoup d'argent. Elle a un enfant avec lui, il s'appelle Arthur, il a 7 ans. Et voilà, elle est à l'abri du besoin, elle n'a pas besoin de travailler. Et là, voilà, la seule chose qu'elle est obligée de faire, c'est de côtoyer les épouses des clients de Laurent, afin de continuer d'entretenir un réseau. Alors, elle se sent pas trop dans son élément, hein, Johanna, parce elle rencontre que c'est vraiment un piège, un nid, un panier de crabes, oh zut, c'est pas possible d'être comme ça, dans cet environnement. Et son monde va s'écrouler du jour au lendemain, à partir du moment où elle reçoit un coup de fil ou de sa cuisinière, bonne à tout faire, femme de ménage, cuisinière, pour lui annoncer que Laurent a été arrêté par la police et qu'il faut qu'elle rentre immédiatement. Donc, tout à fait cessante, elle rentre et elle se trouve nez à nez avec la police qui fait une perquisition dans sa maison. Et là, elle apprend que Laurent a été arrêté à l'aéroport parce qu'il allait se barrer, hein, ni plus ni moins, il allait prendre la poudre d'escampette, car il a fait énormément de malversations, il a escroqué un certain nombre de gens qui ont porté plainte, forcément, parce qu'ils se sont retrouvés ruinés par sa faute, et il allait ni plus ni moins abandonner femmes, enfants, pour éviter la police. Et là, la maison va être saisie, la voiture va être saisie, donc elle va être mise à la porte de sa maison avec ses 3 enfants. Néanmoins, Laurent a fait le nécessaire pour lui trouver un logement dans une cité, aux antipodes du quartier où elle se trouve. Et c'est une cité qui se trouve dans la banlieue. Et évidemment, Johanna, elle a énormément de préjugés sur la banlieue. Voilà, l'immeuble ne paye pas de mine. Elle a un appartement qui est 3 fois plus petit que la maison dont ils viennent. Donc forcément, les enfants vont devoir partager les chambres. Les 2 grands, Valentin va avoir sa chambre. Victoire et Arthur vont devoir partager une chambre. Et Johanna va se contenter du canapé convertible dans le salon. Et donc, elle va rapidement devoir trouver un job. Elle va, parce que bon, elle a forcément, hein, pendant toutes ces années où elle a vécu avec Laurent, elle vivait un petit peu sur ses lauriers. Elle n'a absolument pas mis d'argent de côté, car elle était aux antipodes de se douter du changement de vie radical qu'elle allait devoir une fois de plus vivre, et essayer donc du coup de joindre les 2 bouts et de faire le nécessaire pour mettre sa famille à l'abri du besoin. Et donc, elle va, dans cet immeuble, faire la connaissance de plusieurs personnes qui vont l'aider
généreusement, sans rien attendre en retour d'elle, et elle va être submergée par un flot d'émotions contradictoires, de trouver des gens qui aident leurs prochains sans les juger, alors que elle a énormément de préjugés sur la banlieue, comme par exemple, bah voilà, il y a que des délinquants, les gamins sont tous délinquants, il y a que la banlieue est peuplée uniquement de dealers de drogue, voilà, elle a tous les préjugés qu'on peut avoir sur la banlieue. Et elle va rencontrer des gens qui vont remettre en cause ses préjugés, remettre en cause ses idées reçues, et lui mettre un petit peu le nez dans ses préjugés, vous voyez. Et alors, aucun préjugé sur la banlieue ne nous est épargné. Je pense que l'autrice a fait exprès d'en rajouter un petit peu sur ses préjugés pour bien montrer comment la banlieue est montrée du doigt, alors que, comme elle le dit si bien, ce qu'on montre à la télévision, dans les médias, c'est le fruit des activités d'une minorité. Que d'une minorité, ce n'est pas une généralité. Il y a des gens très bien qui vivent dans cette banlieue, des gens qui travaillent très dur pour s'en sortir et à qui on ne fait pas assez confiance et à qui on ne donne pas les moyens pour exister dignement. Et c'est vraiment le message de ce roman. J'ai beaucoup aimé les personnages secondaires. J'ai trouvé Johanna un petit peu, des fois, un petit peu imbue d'elle-même. Comme si, voilà, il y avait qu'elle qui subissait tous les malheurs du monde, alors que d'autres personnes dans son entourage vivaient des choses pas cool. Il y a de très beaux moments d'émotion, notamment avec Yvonne et Raymond, qui sont deux personnes âgées extrêmement touchantes. Fatou, la lumineuse, la solaire Fatou, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Elle est, c'est une mère courage, comme on en voit énormément dans les banlieues, une maman seule qui a vu grandir les enfants de la banlieue, qui les connaît tous depuis qu'ils sont tout petits. Et c'est ce genre de femme qui vient sonner les cloches de ses garnements quand il manque de respect à quelqu'un. Elle les engueule copieusement et il rentre la tête dans les épaules. Oui, maman, pardon, maman, on refera plus ça, maman. Parce que ces gamins ont un respect énorme pour les mamas du quartier qui les ont vus grandir, qui leur ont donné un goûter quand ils rentraient d'école. Et voilà, un des personnages le dit très bien, la banlieue, ce sont des territoires sous-développés. Ils n'ont pas accès au transport en commun, ou un accès limité au transport en commun. Ils n'ont pas d'accès à la culture, ils n'ont pas beaucoup d'accès au soutien scolaire, à la culture. Enfin bref, l'autrice, voilà, nous fait un message et met en lumière toutes ces personnes qui se battent quotidiennement pour donner à ces banlieues, à ces gens, une existence valorisante et qui font tout pour améliorer le quotidien de ces gens. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. J'ai vraiment beaucoup aimé les personnages et voilà, on apprend beaucoup sur le don de soi, la générosité de personnes qui n'attendent absolument rien en retour, qui font ça juste pour le plaisir, juste pour donner de la joie aux gens. Et j'ai trouvé ça un formidable message d'espoir que nous est donné par Sandra Martineau. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez lu, vous, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de lire ces romans. N'hésitez pas à venir en commentaire. J'adore papoter avec vous. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mais surtout, à partager vos instants de visionnage. Je le dis et je le répète, moi je fais 50% du boulot.
Vous êtes nombreux à me dire que vous êtes très contents d'avoir découvert ma chaîne parce que je vous présente des romans qu'on ne voit pas partout sur les réseaux sociaux et que ça change, que ça vous fait plaisir de voir qu'il y a des comptes voilà, qui changent un peu de ce qu'on voit habituellement. Et bien si justement vous êtes content d'avoir de ce genre de contenu, partagez-le, dites-le à votre entourage, criez-le au monde entier, faites des manifs, faites des banderoles. Je plaisante, bien évidemment, je grossis le trait. Mais si, voilà, chacun d'entre vous partage, ah bah tiens, j'ai découvert une chaîne, où voilà, on parle de bouquins, on voit pas les mêmes bouquins qu'habituels que partout ailleurs. Si une personne essaye de convaincre une personne, qui à son tour convainc une personne, et ben c'est comme ça que la chaîne va gagner en visibilité. C'est comme ça bon, on sera de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Voilà, je voudrais aussi faire beaucoup de choses pour essayer de gagner en visibilité. J'avoue que ça me trotte dans la tête aussi de faire une petite collection, une collection de marque-pages pour l'été en série. Mais je vais pas aller demander à mes copines créatrices de contenu de m'aider à créer ces marque-pages, parce qu'il faut aussi que ce soit rentable pour elles, et que en l'état actuel des choses, je ne suis pas convaincue que créer un marque-page l'été en série soit une bonne idée marketing à la fois pour elles et pour moi, car je n'ai pas assez de visibilité et je ne vais pas aller leur demander de s'investir de leur temps et investir leur argent pour finalement créer une collection qui ne fonctionnera pas. Voilà. Alors, sauf à les créer moi-même, j'y réfléchis, mais ce sera peut-être pas encore pour cette année, mais voilà, j'aimerais bien développer un petit peu de contenu autour du livre, mais voilà, je suis trop petite dans ce monde de brut. Je suis trop petite dans ce monde et j'ai pas encore la capacité de créer des partenariats avec d'autres créatrices de contenu, d'autres créatrices de marque-pages, de pochettes à livres, tout ça, pour créer des collaborations qui soient pas rentables, mais qui soit win-win pour tout le monde, vous voyez. Donc voilà, c'est pour ça que le partage, voilà, que vos partages sont, je ne veux pas dire indispensables, mais seraient vraiment un gros plus pour le développement de la chaîne. Donc si vous êtes content de cette chaîne, si vous êtes content de ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de très très belles lectures, une très très belle semaine, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.